On a l'impression que beaucoup de gens, quelque part, ont été un peu, au-delà des sentiments d'être brimés parce que eux ne pouvaient pas voyager. Il y a eu, à l'intérieur de l'Europe, des murs, et se sont créés des frontières. On a l'impression que l'Europe est devenue aussi une forteresse, quelque part. Et c'est aussi une déception. Oui, l'Europe est redevenue une forteresse, bon, pour un certain nombre de raisons qui tiennent à la politique des États, hein, cette crainte d'une immigration qui était représentée comme quelque chose, enfin, une espèce de vague irrésistible, enfin, il y avait une espèce de fantasme là-dessus qui ne s'est pas réalisé, mais qui a quand même contribué à la fermeture. Donc il y a cette impossibilité-là de voyager. Il y a aussi une autre impossibilité qui est liée simplement aux conditions économiques. C'est-à-dire que effectivement, il y a beaucoup de gens de l'Est qui peuvent venir à l'Ouest beaucoup plus librement, mais malgré tout, ça reste réservé pour des simples raisons économiques à une élite. Et bon, ce phénomène existe pour l'Europe de l'Est, mais il existe encore de façon beaucoup plus massive pour l'Union soviétique, par exemple. Du temps de l'Union soviétique, la plupart des Russes ou des gens des anciennes républiques, le Kyrgyzstan, etc., avaient l'habitude d'effectuer des voyages sur grande distance, ne serait-ce que pour faire leur service militaire. Enfin, pour un an, ils prenaient l'avion. Alors que maintenant, des gens des classes moyennes, des instituteurs, etc., sont cloués sur place simplement parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se payer l'avion, pour se payer le transport. Donc l'ouverture des frontières est vécue de façon très très différente selon les couches de la population, ce qui entraîne évidemment un certain nombre de frustrations et de tensions à l'intérieur de ces pays, et de tensions entre classes sociales, si on peut parler ainsi, de sentiments anti-élitistes, de développement de populisme, etc. Et des nationalismes. C'est le mot qu'on n'a pas aussi non plus mentionné depuis tout à l'heure. On avait l'impression à un moment donné que les nations avaient disparu, mais après la chute du mur de Berlin, on a l'impression qu'il y a eu une renaissance de ces mots-là nationalistes d'un côté, et de l'autre côté aussi, il y a des particularismes à l'intérieur de l'Europe de l'Ouest en général, qui aussi essayent d'émerger aussi. Je pense au communautarisme aussi, différent aussi, qui essaye de prendre place au sein des opinions publiques européennes. Absolument, et ça, bon, évidemment, ça va de pair et de façon indissociable avec les phénomènes de mondialisation. Enfin, ce sont certains disent les excès, enfin en tout cas certains effets massifs de la mondialisation qui évidemment par réaction entraînent le développement de particularisme. Et en même temps, vous rappelez quelque chose de tout à fait important, on a très peu parlé pour l'instant dans différentes rencontres qu'on a fait. C'est vrai, les murs de Berlin est tombé, mais en Europe aujourd'hui et ailleurs dans le monde, il y a quelques murs aussi qui existent encore et ça ne pose pas énormément de problèmes aux gens. Par exemple en Irlande, à Belfast, il y a encore un mur qui sépare les catholiques et les protestants. À Chypre aussi, il y a un mur qui sépare les musulmans des grecs orthodoxes. Donc, on a l'impression, et même en Europe de l'Est, en République tchèque, on a fait des murs pour séparer des quartiers pauvres, des quartiers riches, ou des tziganes d'autres gens. Donc on a l'impression que c'est pas fini tout ça. C'est pas fini, ou bien on peut prendre aussi l'exemple du mur autour des enclaves espagnoles de Sotomayor, voilà, aux États-Unis, ce sont des murs voilà. Oui. Donc c'est un phénomène là qui n'est pas seulement européen, qui est un peu planétaire. Mais justement, j'ai l'impression qu'on ne tient pas considération et compte de l'histoire un peu, parce que qu'est-ce que ça l'a empêché justement que les choses arrivent de toute manière, qu'ils se fassent envahir par exemple, malgré un mur, que les gens puissent passer de l'autre côté. J'ai l'impression que ça n'a jamais empêché, malgré tout, les échanges. Et aussi parfois des choses un peu plus violentes aussi. Je pense que le but des murs n'est pas vraiment d'empêcher totalement les échanges, hein. C'est de les échanges involontaires, c'est de les contrôler, de les retarder, qui dit mur dit souvent brèche dans le mur, porte dans le mur qu'on peut entrouvrir plus ou moins en fonction des besoins, des circonstances, etc.
Et d'ailleurs, André Cassé, c'est étonnant, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question bien, pourquoi on accepte encore quelques murs aujourd'hui en Europe quand ces murs-là est tombé, et même en Irlande, c'est criant, là, c'est l'Europe de l'Ouest, et on accepte ça, on a l'impression que c'est rentré dans la normalité, tout ça. Tout d'abord, il faut, je crois, nuancer l'importance des murs. Parce que les murs, ils ont surtout une importance psychologique. Alors, dans le cas du mur de Berlin, c'était différent, parce que le mur de Berlin était gardé, il y avait toutes les dispositions nécessaires pour assurer qu'il serve à quelque chose. Mais la plupart des murs ne servent pas à grand-chose. Si vous prenez le cas du mur qui se trouve en Arizona et en Californie, je vous assure qu'il n'empêche pas l'immigration clandestine du Mexique vers les États-Unis. La meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 12 millions de sans-papiers aux États-Unis, c'est-à-dire 12 millions d'immigrants clandestins. Donc le mur ne sert pas à grand-chose. Le mur sert avant tout à rassurer les populations qui croient que le mur arrête les autres. Au fond, le temps de la Grande Muraille en Chine, il est passé. Aujourd'hui, si l'on veut vraiment se protéger, il faut agir de l'autre côté du mur. Il faut avoir des sources d'information, il faut avoir des relais qui permettent de savoir ce qui va se passer, c'est-à-dire qui a l'intention de franchir le mur. Et puis le mur, encore une fois, peut avoir différents objectifs. Vous avez des murs qui ont pour but d'empêcher l'immigration. Bon, c'est le cas des enclaves espagnoles au Maroc. Vous avez des murs qui servent à empêcher le passage des terroristes. C'est autre chose. Donc je crois qu'à chaque fois, il faut se poser la question, il n'y a pas un mur qui représenterait tous les murs dans le monde. Mais c'est une punition collective, celle-là, aussi, en général, parce que lorsqu'on fait un mur pour arrêter les terroristes, par exemple, et on punit toute une population aussi pour empêcher aussi l'immigration dans les États-Unis, on punit aussi toute une population. Bah, évidemment, un mur, c'est par définition discriminatoire, mais je ne crois pas que ce soit forcément aussi efficace qu'on le dit. Voilà, c'est ça mon point de vue, hein, mais c'est mon point de vue, je le partage. Hein, et d'ailleurs, justement, depuis 89, je ne sais pas, sur les pays de l'Est, quelle est la vision que vous avez aujourd'hui concernant ces pays-là? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont rentrés quand même des plein pieds dans l'Europe. C'est des gens qui ont été... Et vous vous rappelez, au moment des 15, lorsque les murs sont tombés, l'Europe c'était un peu plus de 300 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est combien? Maintenant, plus de 500. 500 millions. Donc, c'est des pays qui ont été accueillis les bras ouverts quand même. Oui, bien sûr. Et qui, peu importe le niveau économique, parce que c'est pas pour la question. Et qui en même temps crée des déséquilibres en Europe, parce que si vous comparez le niveau de vie en Bulgarie, en Roumanie et en France, il y a quand même, c'est plus qu'un fossé, c'est un abîme. Mais c'était le cas des pays qui sont sortis des dictatures dans le sud de l'Europe dans les années 80 aussi, comme la Grèce, l'Espagne et le Portugal, c'était à peu près la même chose. Oui, bien sûr. Enfin, il faut espérer que ce sera la même chose. Donc, mais dans le grand problème de l'Europe, parce que c'est de ça qu'il s'agit, le grand problème de l'Europe, c'est pas l'élargissement. Bien sûr que l'Europe doit s'élargir. Le grand problème de l'Europe, c'est que les institutions doivent s'approfondir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un renforcement des institutions pour qu'il y ait véritablement une unité européenne. C'est ça le problème. C'est-à-dire que l'on a fait l'élargissement avant de faire l'approfondissement. De là, les déséquilibres qui existent. Et j'espère qu'un jour ou l'autre, on arrivera à ce que l'approfondissement rejoigne l'élargissement.